Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Plus de 3 décennies après son assassinat, le président Thomas Sankara reste plus que jamais vivant dans l'esprit des Burkinabés et de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, 15 octobre, date du 32e anniversaire de sa disparition. Nous ouvrons une page spéciale sur l'icône de la révolution d'août 83, du rappel historique au dossier judiciaire en passant par les activités commémoratives. Une kyrielle de sujets sur Thomas Sankara vous sera proposée. L'audience de l'affaire Charbon-Fin qui devait reprendre ce matin a été renvoyée au 17 décembre prochain. Plusieurs raisons sont à l'origine de ce renvoi. Des précisions sur les motifs dans un instant. Et puis la Turquie maintient sa pression sur les combattants kurdes. Les forces turques déployées à la frontière syrienne continuent d'avancer. Les États-Unis annoncent des sanctions contre des dirigeants turcs. Son nom, son aura et sa vision semblent inoxydables malgré le temps qui passe. 32 ans après sa disparition, le capitaine Thomas Sankara reste une boussole pour la jeunesse burkinabé et africaine. Ce 15 octobre, le comité international mémorial Thomas Sankara a déposé une gerbe de fleurs au Conseil de l'entente en mémoire du président défunt et de ses 12 compagnons. Le point avec Issaka Ouedraogo et Mamadouba. L'acte est solennel, cérémonie de libation pour intercéder auprès des ancêtres pour le repos éternel des âmes des disparus. Visage grave, le président de l'Assemblée nationale et les officiels s'avancent, puis déposent une gerbe de fleurs en mémoire du père de la révolution d'août 83 et ses 12 compagnons. Aujourd'hui, nos difficultés, nos problèmes, il suffit d'aller puiser un peu dans ce que le capitaine Thomas Sankara a fait ou avait ambition de faire pour ce pays. Parce que vous voyez aujourd'hui, l'Empire en fait sur l'enfant qui aurait été le président Thomas Sankara, peut-être même 50 ans après, on n'allait pas penser à cela. Parce qu'il y avait ce dicton qui disait qu'il fallait consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. 32 ans après sa mort, ici même dans ce bâtiment du Conseil de l'Entente, devenu tristement célèbre, la mémoire de Thomas Sankara est toujours vivace dans la mémoire collective. Pour marquer à jamais cette page sombre de notre histoire, le Comité international mémorial Thomas Sankara souhaite une institutionnalisation de la journée du 15 octobre. Nous sollicitons cela parce que nous nous rendons compte qu'il n'y a plus un endroit symbolique où on peut commémorer le 15 octobre. C'est seulement au mémorial Thomas Sankara où il est tombé au niveau du bâtiment Burkina. Et c'est important parce que ce n'est plus seulement des associations ou des partis politiques seulement qui doivent commémorer le 15 octobre. Dès que Sankara est élevé au rang de héros national, il faut que ça devienne un événement porté par l'État. Le Comité international mémorial Thomas Sankara ambitionne de réaliser sur ce lieu un projet gigantesque urbain qui va certainement contribuer à changer le visage de la capitale burkinabé. Avant le dépôt de gerbes de fleurs, le président de l'Assemblée nationale a visité la salle de réunion du Conseil national de la Révolution où se prenaient les grandes décisions de la vie nationale. Pour faire toute la lumière sur la mort tragique du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, une plainte contre X pour assassinat a été déposée il y a une vingtaine d'années par un collectif d'avocats. Le dossier sera par la suite classé sans suite avant d'être rouvert sous la transition. Aujourd'hui, l'affaire est à la phase de l'instruction. 23 personnes sont inculpées selon les avocats. Le point du volet judiciaire du dossier Thomas Sankara dans ce reportage signé Draman Guéné. Voici qui résumait la cause de la mort du président Thomas Sankara. Mort naturelle, consignée ici dans un certificat de décès produit par l'armée. Du coup, l'affaire est classée, aucune inculpation, encore moins une instruction malgré les protestations populaires. Sous le régime de la transition, un nouveau rebondissement. L'affaire est ouverte en janvier 2015. Une dizaine de personnes inculpées, l'instruction est ouverte. Depuis effectivement l'insurrection populaire, le dossier a été rouvert comme d'autres dossiers et il y a une instruction sérieuse. Nous espérons en tant qu'avocats qui suivons le dossier, avec d'autres confrères d'ailleurs,
puisque même les inculpés ont aujourd'hui des avocats qui les assistent, que le procès soit équitable, conformément aux standards internationaux, et que l'Afrique, sinon le monde entier, découvre la vérité dans l'assassinat du président Thomas Sankara. Cette année, de nouvelles inculpations sont émises. En tout, 23 personnes sont dans le viseur. 2 mandats d'arrêt internationaux sont émis contre le président Blaise Compaoré. Le général Gilbert Guenguéré, le journaliste Gabriel Tamini, le médecin commandant Alidou Diebré, le signataire de l'acte de décès, sont parmi les inculpés. On les entend, on les auditionne, on procède à des confrontations. Le juge s'est même déplacé dans d'autres pays pour écouter d'autres témoignages, les confronter et il se fait une opinion. L'ordre de poursuite est lancé par le juge militaire, mais le dossier piétine encore. Une lenteur qui serait liée à la complexité de l'affaire. L'une des raisons qui explique cette lenteur, c'est l'implication présumée d'autres États, comme la France, qui a accepté de lever le secret défense et de fournir à la justice burkinabé à sa demande un certain nombre d'archives. Il y a jusqu'à 3 lots, et je dois vous assurer que déjà 2 lots donc, de ces documents sont entre les mains du juge qui est en train de travailler là-dessus. L'acte fort du dossier est intervenu en mai 2015. Le juge d'instruction ordonne l'exhumation des restes du président Thomas Sankara et de ceux de ses compagnons d'infortune. 2 expertises des ADN se sont montrées infructueuses, mais d'autres pistes ont été exploitées avec satisfaction. Les restes ont permis au juge de pouvoir faire une enquête balistique. Mais les gens passent sous silence l'enquête balistique qui était concluante. Donc, si vous avez suivi au moment des exhumations, il a été retrouvé dans le semblant de tombeau qu'on avait, des objets. Et on a même trouvé des pièces d'état civil, des habits que les familles ont reconnus. Depuis les exhumations, Thomas Sankara et ses compagnons ont quitté leur tombeau. Ils reposent actuellement entre les mains du juge militaire. Les restes sont gardés secrètement par le tribunal militaire. La justice n'a pas fini son travail. Voilà pourquoi d'ailleurs, à la demande des 13 familles, la justice burkinabé, donc le tribunal militaire, le juge d'instruction, a en charge de veiller sur ces restes-là jusqu'à rendre une décision de restitution acquis de droit pour l'inhumation. 32 ans d'attente, c'est l'un des plus vieux dossiers pendant en justice actuellement. Le temps a emporté certaines pistes matérielles, des témoins et même des inculpés ne sont plus de ce monde. Mais les familles des victimes et leurs conseils sont toujours confiants. Tôt ou tard, la lumière jaillira. Le 15 octobre 1987, justement, les Burkinabés et le monde entier apprenaient avec stupéfaction l'assassinat du président Thomas Sankara. Le leader de la révolution d'août 83 a été exécuté avec 12 de ses compagnons dans les locaux du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Retour sur les événements du 15 octobre 1987 avec Draman Dadian. Jeudi 15 octobre 1987, un jeudi noir au Faso, un jour fatidique pour les Burkinabés. Il y a de cela 32 ans, ce jour-là, des armes ont retenti dans la cour du mythique Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution, CNR. Les gardes ont été neutralisés, alors que le président Thomas Isidore Noël Sankara et les membres de son cabinet étaient dans cette villa pour leur hebdomadaire réunion de l'OMR, l'organisation militaire révolutionnaire. Réunion interrompue aux environs de 16h30 par un commando qui ouvre le feu sur le capitaine Thomas Sankara et ses collaborateurs, faisant 13 morts, selon Haruna Traoré, le seul survivant. Des corps criblés de balles qui seront enterrés à la va-vite au cimetière de Dagnoy. Thomas Sankara a été abattu les mains en l'air. Que de tristesse, de compassion et de consternation des Burkinabés sur fond d'incompréhension. La mauvaise nouvelle retentit à l'international.
l'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Né en 1949 à Yako et assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou, Thomas Sankara fut un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste et panafricaniste. Le souvenir de Sankara demeure 32 ans après. La rue crie justice et des voix s'élèvent davantage pour que les idéaux et le combat du père de la révolution d'août 83 soient perpétués par devoir de mémoire. Voilà, toute autre chose à présent, à Bobo Dioulasso, les réflexions sur la compétitivité des entreprises entamées hier dans le cadre de la deuxième rencontre État-secteur privé sont couplées à une exposition vente des produits locaux. Le Premier ministre qui préside les travaux a fait un tour dans les stands. Christophe Dabiré a apprécié les résultats atteints par les entreprises de transformation des produits agroalimentaires et les unités de production. Le point de la visite avec Karim Ilboudo et Moumouni Barou. Produits agroalimentaires, produits artisanaux et industriels et bien d'autres produits innovants. Ils font l'objet d'expositions en marge de la deuxième rencontre État-secteur privé. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré est sur l'aire d'exposition pour constater le génie des Burkinabés. Et au passage, les visiteurs du jour n'a pas manqué d'encourager ses promoteurs. Dans la foulée, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat salue cette démarche de promotion des produits locaux durant ces grands rendez-vous. L'exposition visait donc à présenter un échantillon de ces produits manufacturés pour que les populations burkinabées, les investisseurs et tous ceux qui sont intéressés à l'artisanat burkinabé puissent les découvrir, mais aussi pour que, à travers donc les médias, et tous ceux qui ont la capacité donc de les populariser, de les rendre visibles, puissent en tout cas nous accompagner. C'est l'objectif donc de cette visite. Cette attention particulière des autorités sur les produits made in Burkina est bien appréciée par les exposants. Pour eux, le cadre est idéal pour la valorisation de leurs produits. C'est un geste salutaire et qui nous réconforte, qui réconforte l'ensemble des acteurs qui se donnent sans relâche à la recherche de solutions, à l'innovation pour proposer des solutions innovantes, proposer des produits innovants et cela dans le souci d'accroître la compétitivité. Ce qui est le hic, c'est qu'au niveau national, on n'a pas encore pris la chose en main. Au moins si toutes ces transformatrices étaient un peu, recevaient des coups de main, je crois que on n'a plus besoin de certains produits qui viennent d'Europe. Nous, on produit, on ne peut pas vendre. Cette année, ce sont des produits certifiés qui sont exposés à cette foire, une manière de pousser les créateurs vers l'excellence. Il faudra encore attendre 2 mois pour voir le début du procès de l'affaire Charbon-Fin, débuté le 7 août dernier et renvoyé à ce jour. Les acteurs ont de nouveau convenu de la date du 17 décembre pour le jugement. Au fond, les motifs du report de ce procès avec Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiré. Sitôt réouverte, sitôt renvoyée, cette audience de l'affaire procureur du Faso contre 12 autres, dont la société Essakan SA et le groupe Bolloré, n'aura duré que le temps de formalité. Dès l'entame, 12 prévenus sont cités à comparaître. À leur rencontre, plusieurs griefs. Faux et usage de faux, faux en écriture, blanchiment et autres leur sont notifiés. Certains avocats constitués à leur côté demandent le renvoi de l'audience au 17 décembre prochain, le temps de prendre connaissance du dossier. Nous n'avons pas demandé de renvoi. Notre dossier est en état et nous sommes prêts, nous étions prêts pour ce matin pour que le dossier soit retenu et jugé. Mais il se trouve qu'il y a d'autres prévenus, notamment qui n'étaient pas en état et qui ont demandé le renvoi parce qu'ils ont pris de nouveaux avocats qui sont venus se constituer dans le dossier et qui légitimement ont besoin d'un temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients. Il y a Bolloré qui a un nouvel avocat. Il y a des agents de la douane qui ont également de nouveaux avocats qui se sont constitués et qui ont demandé le renvoi du dossier. Une décision acceptée par l'ensemble des acteurs judiciaires
Les droits de la défense sont sacrés, dit-on. Pour moi, il faut prendre le temps de permettre à toutes les parties, de quelque nature qu'elle soit de la défense, qu'elle soit de la partie civile, de mieux préparer sa défense. De toute façon, le temps ne changera rien au fait. Le dossier est déposé, les faits seront en l'état le 17 décembre. Les faits seront en l'état en 2020, ils seront en l'état en 2030. Donc nous ne sommes pas du tout inquiétés par rapport à ça. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une stratégie. Il s'agit des gens, par exemple, qui veulent se défendre. Maintenant, il faut effectivement aussi dire à un moment donné que l'opinion aussi soit située. Parce que c'est vrai, on ne va pas juger un dossier avec du populisme. Il faut l'arrêter. Il faut que la justice tranche sereinement. Mais à un moment donné aussi, je suis d'accord avec vous, il faudrait trouver l'équilibre entre le respect de ces droits de la défense et les intérêts de la partie civile qui est l'État burkinabé, qui a besoin à un moment donné de rentrer dans ses droits. Si effectivement, il y a une bonne suite pour le dossier. Le 17 décembre prochain, le jugement au fond de cette affaire dite de charbon fin pourrait débuter effectivement selon Maître Rodrigue Bayala. Il permettra de faire la lumière sur une affaire qui défraie la chronique depuis quelques mois au Burkina Faso. Le parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, a donné ce matin sa lecture de la situation nationale à travers un déjeuner de presse au centre des échanges, la situation sécuritaire, mais aussi et surtout les grèves dans l'administration publique. Le point avec Oscar Soulama et Tanga Kafando. À ce petit déjeuner de presse, les responsables du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, se prononcent sur la situation de la nation. Pas de déclaration liminaire, juste une petite introduction du président par intérim du parti et toutes les questions peuvent être posées. De la question sécuritaire et humanitaire à la fronde sociale, en passant par la restriction des libertés, l'affaire dite charbon fin et l'initiative de la résistance populaire, Simon Compaoré et ses camarades n'ont esquivé aucune question. Y a-t-il un plan de résilience et de retour des déplacés internes dans le centre-nord, tout en précisant qu'il n'est pas le gouvernement, Simon Compaoré à sa lecture de la situation. Il est bon que nous puissions nous rencontrer, la classe politique, les OSC, tous ceux qui sont chargés d'animer la vie politique nationale, d'ouvrir le débat sur cette question-là. Que faire en cette période difficile, à cette période d'insécurité? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Si on répond à cette question-là et on se met au sérieux, vous verrez que les choses vont s'améliorer de façon notable. Le Front social, toujours en ébullition. Simon Compaoré trouve que pendant que le gouvernement cherche des solutions, les travailleurs, surtout les agents de la santé, doivent reprendre le travail. Je crois que lorsqu'on agit à un moment donné, il faut avoir aussi ce réflexe-là de s'arrêter pour évaluer son parcours. Si on n'est pas capable de faire ça, on court tout droit, on fonce tout droit dans le mur. La grève a suffisamment duré. Le maire de Ouagadougou était-il en droit d'interdire la marche des organisations de la société civile lors de leur journée anti-impérialiste? C'est un ancien maire que Simon Compaoré répond. Vous savez, quand on gère, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités, on est obligé de tenir compte du contexte. Actualité oblige. L'affaire dite charbon fin, dont le procès se tient aujourd'hui même, est venue sur la table. Et pour Simon Compaoré et ses camarades, le vœu du MPP est que le procès se tienne et que le droit soit dit. Sur l'affaire Thomas Sankara, les conférenciers espèrent qu'un procès se tiendra un jour au regard de l'évolution du dossier communiqué par les avocats de la famille. Ils sont attendus dans la lutte pour la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. 670 forestiers et environnementalistes formés à l'École nationale des eaux et forêts ont effectué leur sortie de promotion hier lundi, baptisée Promotion Ténacité. La 59e cuvée de cette école s'est dit prête à relever le défi de la protection des ressources forestières dans un contexte d'insécurité. Alix Somda, Karim Sissé.
Cette remise d'épaulettes sous le regard admiratif des parents, amis et connaissances marque la sortie officielle des élèves forestiers et environnementalistes ici à l'École nationale des eaux et forêts ENEF. Au nombre de 670, tous cycles confondus, ces lauréats constituent la 59e promotion de l'ENEF. Baptisée Ténacité, cette promotion se fixe pour mission de travailler en rang serré pour la gestion et la valorisation des ressources forestières et naturelles. Il faut dire que la formation s'est bien passée. Nous avons passé 24 mois à l'école ici. Avec la formation que nous avons reçue, en tout cas nous sommes fin prêts, nous sommes aptes à relever le défi qui nous a lancé, à aider le pays dans la gouvernance environnementale et la gestion de ses ressources naturelles pour les générations présentes, sans oublier de préserver pour les générations futures. Gouvernance environnementale et défis sécuritaires. C'est sous ce thème qu'est placée cette cérémonie de sortie. Un thème qui, selon les autorités présentes, invite les impétrants à adopter de nouvelles approches en vue d'apporter des réponses adéquates à la question sécuritaire au Faso. Aujourd'hui, il faut que nous soyons fermes, il faut que nous soyons unis pour pouvoir bouter hors de notre pays ces gens du mal qui veulent un peu saper les efforts qui sont en train d'être menés au niveau du Burkina. Donc c'est vous dire vraiment que nous sommes en tout cas très contents de tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre et aussi de savoir que nous avons des jeunes, vous avez vu la moyenne d'âge, 25 ans, qui sont prêts pour aller au front, qui sont prêts à se sacrifier pour la nation. Le pays traverse une situation sécuritaire inquiétante. Et nous avons constaté que l'ensemble de nos ressources, les massifs forestiers devient le refuge de ces bandits armés. Donc pour nous, c'était l'occasion pour cette promotion. Déjà, dans la mesure où les questions sécuritaires sont intégrées déjà dans la formation, de prendre conscience que la situation du forestier d'avant n'est plus la même à la situation actuelle. Il doit avoir une autre vision en termes de protection de l'environnement, mais en termes également de la sécurisation de l'ensemble des massifs forestiers. Le public qui a effectué le déplacement de Dendresso a eu droit à une démonstration des techniques de protection individuelle et collective de la part des lauréats. Une parade a mis fin à la cérémonie. L'Institut supérieur de l'image et du son, ISIS, a participé aux travaux du Centre international de liaison des écoles de cinéma. La rencontre organisée à Moscou, en Russie, a permis à l'ISIS de nouer une dizaine de partenariats pour améliorer la qualité de la formation dispensée dans cette école. Zalissa Sanfo. Le congrès du Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision SILECT referme ici ses portes. Et que ce fut une école pour l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS. Une école d'une semaine de partage d'expériences, une semaine à apprendre à raconter des histoires et à transmettre le savoir-faire. Et c'est un souffle nouveau que l'ISIS acquiert ici pour élever tous les défis liés à la formation au 7e art. On a été comblé au-delà de nos attentes passées. Il faut dire, au tout début, nous ne pensions pas que le SILECT allait nous offrir toute cette gamme variée d'opportunités. On a rencontré beaucoup d'écoles qui se sont intéressées à l'ISIS. Ils ont montré leur intérêt pour l'ISIS. Au niveau donc des États-Unis, on a le Southern University of California et puis on a également l'université Emerson de New York. Il y a eu également des échanges fructueux avec les écoles françaises. On a également au niveau de Londres, on a pu échanger avec des universités. L'ISIS a beaucoup appris de cette école du SILECT. Mais grâce aux différents partenariats tissés dans le plus grand réseau des écoles de cinéma et de télévision au monde, désormais, le scénario est tout tracé pour que l'école joue dans la cour des grands. Avec le retour du Burkina Faso au SILECT, nous pourrons réentamer des collaborations de manière formelle, bilatérale, qu'elle passera aussi par la possibilité à des professeurs qui sont chez vous et des professeurs de chez nous de découvrir la réalité du Burkina Faso et vos professeurs de venir découvrir ou appréhender la manière dont nous transmettons notre passion du cinéma, de la télévision et de la radio à nos étudiants. Et ensuite, de pouvoir alors éventuellement, c'est-à-dire permettre à des étudiants de pouvoir échanger des regards pour des étudiants belges au Burkina Faso et pour des Burkinabés en Belgique par exemple. Échanger,
Observer, nouer des partenariats. Pour tous les participants, c'est ce qu'il leur fallait. Alors l'expérience du SILECT est pour eux un art unique. Le bilan est très positif. C'est toujours un moment intéressant parce que c'est un moment de rencontre avec d'autres écoles. On fait tous la même chose mais dans différents pays du monde. J'ai rencontré grâce à ça notre ami de l'ISIS à Ouagadougou. Donc tout ça, c'est intéressant de savoir quels sont les problèmes des autres, comment ils enseignent le même métier, la même passion que la nôtre ailleurs dans le monde. Et rendez-vous est donné ici dans la bonne ambiance à Oslo, en Norvège en 2020 pour d'autres partages d'expériences afin de toujours nourrir le cinéma. Selon la Turquie, le déploiement de ses troupes à la frontière syrienne vise à instaurer une zone de sécurité contre les Kurdes qualifiés de terroristes par Ankara. Lancée le 9 octobre, l'offensive turque progresse sur le terrain en l'absence des forces américaines qui ont reçu l'ordre de quitter la zone. Ils étaient déployés depuis des années pour combattre Daesh aux côtés des forces kurdes. Mais après une annonce de la Maison-Blanche en fin de semaine dernière, le millier de soldats américains en Syrie est sur le départ. L'opération militaire turque, elle, progresse à la frontière syrienne. Ankara a conquis une bande frontalière d'environ 120 km au sud de Ras Al Ain, où les combats se poursuivent entre ses troupes et les forces démocratiques syriennes, dirigées par les YPG kurdes. La Turquie, avec l'opération Printemps de la Paix, a franchi une étape importante. Nous sommes déterminés à mener nos opérations jusqu'au bout, sans tenir compte des menaces et des pressions. Dépourvus de protection américaine et seuls face à la progression des forces turques, les Kurdes ont demandé le soutien de Damas à Minbej, un véritable retournement de situation. L'armée syrienne de Bachar al-Assad est entrée dans la ville ce lundi pour, selon Damas, affronter l'agression de la Turquie. La communauté internationale redoute une escalade de la violence. L'Iran exhorte Ankara à faire marche arrière. Nous espérons que le gouvernement turc aura la sagesse de ne pas poursuivre son action militaire. Dans l'intérêt de la région, nous espérons voir la Turquie y mettre fin. L'ONU se dit aussi gravement préoccupée par l'évolution de la situation dans le nord syrien. Selon l'organisation, en une semaine, l'offensive turque a provoqué le déplacement d'au moins 160 000 personnes, dont 70 000 enfants. Les journaux de ce mardi ont majoritairement consacré leur une au 32e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara ainsi qu'aux acquis de la Révolution. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons d'infortune 32 ans après, le dossier suit normalement son cours, selon les avocats, indiquent aujourd'hui au Faso. Les regards sont tournés vers Paris et Abidjan, précise l'observateur Palga. Partout, l'implication de la France est soupçonnée dans l'assassinat de Thomas Sankara, dixit maître Benewende Stanislas Sankara dans le quotidien. À cela, il faut ajouter la non-exécution par la République de Côte d'Ivoire de mandat d'arrêt émis contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, tous deux faisant l'objet d'une procédure d'extradition depuis mars 2016, renchérit l'observateur Palga. Quant à la transmission du lot de documents par la France, Maître Prosper Farama estime que le pays en question a intérêt à le faire. Bref, le dossier est compliqué, mais la famille et les avocats restent persévérants, souligne ce journal. Mariam Sankara, l'épouse de feu le président Thomas Sankara, réclame toujours vérité et justice et les avocats font de l'espoir que 2020 verra la clôture de l'instruction pour permettre d'aller vers l'étape du jugement à proprement dit, explique l'Express du Faso. Quant à l'homme lui-même, les journées du jour en disent long, perçu comme un rêve brisé par Sidouaya, le capitaine Thomas Sankara a ardemment milité en faveur d'une Afrique décomplexée et émancipée. Des jeunes Africains s'inspirent encore des idéaux du père de la Révolution, indique Sidouaya. Malheureusement, ceux qui ont pris le pouvoir ont renié cette révolution qui combattait la gabegie, la corruption, le vol, le mensonge, indique le quotidien.
Autre point de l'actualité, crise au CDP, l'épisode du jour fait savoir que les correspondances de Blaise ne désavouent pas Eddy d'après le premier vice-président du CDP, Achille Tapsoba, comme nous l'indique aujourd'hui au Faso. Ce n'est pas un désaveu, insiste-t-il dans Sidouaya. La direction politique nationale du CDP est en phase avec le président d'honneur Blaise Compaoré, renchérit-il dans le quotidien. Par conséquent, nous allons travailler à rapporter les sanctions, conclut-il dans l'Observateur Palga. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.